scientists the grave importance of our issues before us today. We have the climatic change, which is threatening the resilience of our agroecosystems. And we have indeed lots of pressure on the farmers, on the farming community to keep producing food and to keep a proper economy to support their activities, particularly in Africa. So what do we need to do moving forward? We need to have more work that encourages young farmers to keep going and to bring forward the best innovations that they can to sustain a resilient soil and a secure food supply for all of our population. And that is why I can, with great pleasure, support this initiative, because what I see in carbon farming is a new hope and a new opportunity. We're seeing this already in some countries like Canada, the United States, Australia, New Zealand, and in Europe. And it is fitting and appropriate that we at UM6P launch this initiative to support our African smallholder and medium-sized enterprises that are in farming so that they can also have the advantage of improving their soils, their soil resilience, their soil fertility, and benefiting from all of the positive attributes of decarbonizing our environment. Thank you for this opportunity. Merci, professeur. Donc, on passe maintenant à la présentation du programme par Adel Patel-Zara. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier la présence qui sont ici avec nous aujourd'hui dans la salle, mais aussi la présence en ligne. C'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous dans ce premier lancement du premier certificat de l'Agritech Center of Excellence de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Un certificat qui fait partie d'un grand programme par an qui a été élaboré avec l'Organisation internationale du travail pour adresser une thématique stratégique pour nos agriculteurs et nos agro-industriels marocains, qui est la décarbonation et la séquestration du carbone par les sols agricoles. Nous sommes fiers d'être là aujourd'hui pour lancer ce certificat avec l'Executive Education, qui sont l'arme de bataille de l'UM6P pour lancer des certificats ou des programmes de formation destinés aux professionnels capables de rapidement monter en compétences et de mettre les compétences sur le terrain pour des sujets nouveaux et innovants. Et donc, on est aujourd'hui d'abord pour le lancement de ce certificat exécutif sur la décarbonation de l'agro-industrie, la séquestration de carbone par les sols agricoles. Mais avant de parler du certificat, j'aimerais vous glisser quelques mots sur le programme PAREN, qui est le programme de décarbonation du secteur agro-industriel au Maroc, lancé par l'AgriEdge, l'Agritech Center of Excellence, l'UM6P, en collaboration avec ProAgro, qui est un projet de l'Organisation internationale du travail dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Un programme qui a pour objectif une sensibilisation, une information, une formation, une mobilisation des différents acteurs de l'écosystème agricole et agro-industriel au Maroc autour de la décarbonation et la séquestration de carbone dans les sols. On parle beaucoup récemment de décarbonation sur la scène industrielle et politique marocaine, mais c'est surtout lié à la décarbonation des industries qui seront sujettes à la taxe carbone aux frontières européennes, qui sont l'industrie de métaux ou de fertilisants et d'autres industries. Mais on ne parle pas de ce thème pour tout ce qui est agriculture et agro-industrie, parce que pour le moment, ce n'est pas un sujet d'actualité, ce n'est pas un sujet d'actualité si on pense
seulement à cet axe, mais c'est un sujet d'actualité si on pense aux opportunités, aux enjeux, aux gains qu'on a à faire en tant qu'économie, en tant qu'écosystème agricole, si on s'intéresse à ces thématiques. Et si on capitalise sur l'opportunité qu'offre la relation entre l'agriculture et les émissions de gaz à effet de serre pour le système, pour le climat et pour l'économie. Et donc, ce programme par an est porté par AgriEdge, l'Agritech Center of Excellence. Je tiens ici à présenter l'Agritech Center of Excellence au début de cette présentation pour la simple raison que le certificat est porté par l'Excel Education et le centre, avec d'autres partenaires, mais c'est les partenaires clés de l'UM6P de ce lancement. Et le centre a été lancé il y a presque 1 an et demi pour favoriser l'innovation, la recherche et développement et le transfert technologique dans l'agritech, c'est-à-dire essayer de lancer des programmes, des initiatives pour favoriser la recherche et développement, favoriser le maillage entre chercheurs, instituts de recherche national, international, les laboratoires de l'UM6P, les laboratoires d'autres universités, encourager les jeunes chercheurs à s'intéresser à des thématiques reliées à l'agritech et à l'agriculture de précision, innovation à travers nos programmes de support aux start-upers et porteurs d'idées innovantes en agritech, expérimentation, c'est-à-dire on offre à travers tout cet écosystème une plateforme de showcase, une plateforme de démonstration, de test pour les chercheurs, mais aussi pour les start-upers et pour les agriculteurs, une plateforme pour venir découvrir les nouvelles technologies, comment celles-ci s'appliquent et comment celles-ci peuvent apporter de la valeur à leur day-to-day operations. Une plateforme aussi pour dynamiser l'écosystème et favoriser ce maillage dont on parle toujours dans le programme. On croit fortement à l'Agritech Center of Excellence que tout projet, toute approche devrait être intégrale et écosystémique. Et sans intégrant les différents acteurs et les différentes mailles de la chaîne de valeur, l'impact serait limité. Et donc, on essaye toujours de favoriser cette approche écosystémique et créer des opportunités de capitaliser sur ce genre de relations. Et le dernier volet de travail du centre de l'Agritech Center of Excellence est tout ce qui est capacity building. Capacity building, l'agtech est un domaine relativement nouveau pour l'écosystème agricole marocain et africain en général. Il y a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit par rapport aux solutions existantes, à savoir juste que les solutions existent, que certains sujets existent. C'est pour cela qu'on a lancé, par exemple, le podcast Les vendredis carbone et agro-industrie pour initier l'écosystème aux questions de décarbonation, de séquestration de carbone, des sujets qui sont, comme vient de le mentionner le professeur Whalen, est d'actualité depuis les années 2010 au Canada, depuis les années 2012 en Australie. Donc, chez nous au Maroc, c'est relativement nouveau. Donc, il s'agit de mettre l'information disponible et de la vulgariser et de sensibiliser les acteurs pour créer cette espèce de mobilisation. La capacitation se fait aussi à travers l'intégration de certaines populations qui risquent d'être vulnérables ou laissées de côté dans les formations plus larges comme celle-ci ou dans les formations offertes par l'université. Et ça se fait par exemple à travers notre programme InFarmer, qui est un programme destiné aux jeunes issus de milieux ruraux, à travers lequel on les mobilise autour de l'agritech, mais aussi autour de l'entrepreneuriat. Et on essaie de développer chez eux une opportunité, la capacité de flairer l'opportunité, mais aussi la capacité de saisir l'opportunité et de composer un portefeuille de services qu'ils peuvent aller offrir à leur communauté d'agriculteurs sans nécessairement avoir accès à un capital de lancement de projet. Et donc, ce programme vise aussi la création de valeur sur un autre segment de la chaîne de valeur agricole. Et donc, dans ce sens, l'Agritech Center of Excellence est engagé dans ce programme avec l'Organisation internationale du travail, un programme qui aussi qui est inspiré de l'approche du centre, l'approche écosystémique, qui apporte plusieurs projets reliés à la formation, la vulgarisation, l'innovation, la recherche et développement, mais aussi le capacity building à travers l'outillage des agriculteurs par une première plateforme au Maroc capable accompagner les agriculteurs à mesurer leur empreinte carbone, mais aussi à adopter des pratiques susceptibles de les aider à les décarboner ou bien à séquestrer du carbone dans les sols agricoles
dans les sols agricoles. Excusez-moi, je vais juste chercher. Donc, si on commence par parler du premier axe du travail du programme conjoint entre l'Organisation internationale du travail et l'INCSP sur la décarbonation, puis la formation et la vulgarisation. Donc, cet axe vise à créer des opportunités de formation, de sensibilisation, d'information destinées aux divers acteurs de la chaîne de valeur agricole et agro-industrielle. On parle de journées de vulgarisation telles que les AgriCarbon Days édition 1, qui a eu lieu le 22 novembre dernier à Rabat et qui a connu une forte présence des acteurs de l'écosystème, mais aussi une forte présence d'experts et professionnels intervenants nationaux et internationaux. On parle du podcast qui parle des thématiques de décarbonation et séquestration de carbone, qui accueille 2 semaines un invité pour parler sur un sujet relié à la question. Le certificat exécutif qu'on lance aujourd'hui en votre présence, et on vous remercie de venir nous supporter dans ce lancement, mais une plateforme aussi MOOC de formation en ligne qui sera lancée en juillet prochain. Le deuxième, donc le podcast, comme je viens de mentionner, on reçoit 2 semaines un invité expert qui vient de nous parler d'une thématique ou un sujet relié à la question de décarbonation et séquestration de carbone par les sols agricoles. On parle empreinte carbone, semi-direct, agroforesterie, cover crops, on parle crédit carbone, on parle divers sujets, juste pour informer les gens et les sensibiliser aux diverses opportunités, aux divers challenges et aux divers défis que la décarbonation peut avoir, mais aussi comment les contourner, mais aussi pour partager certains cas d'expérience présentes ici au Maroc, des entreprises agro-industrielles qui ont déjà entamé le chemin de la décarbonation, qui cheminent tranquillement vers des objectifs de carbone neutralité dans le futur. Et donc, on voit ici les 6 intervenants qu'on a eus jusqu'à date dans notre podcast, parmi lesquels on a le professeur Wayland ici présente avec nous. On a aussi M. Moustapha qui est présent, pas physiquement, mais en ligne, qui va intervenir plus tard aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Le podcast est prévu pour durer jusqu'à la fin du programme. Et on a le certificat exécutif sur la décarbonation et la séquestration du carbone. C'est un premier certificat en son genre ici à l'INCSP. Puis il sera, aujourd'hui, on lance l'appel à candidature. La formation aura lieu à partir du 29 mai prochain, mais elle commencera déjà dans les prochaines AgriCarbon Days, que je vais annoncer la date plus tard dans la présentation. Et le certificat vise à prémunir les professionnels des secteurs agricoles et agro-industriels de compétences et de connaissances nécessaires pour savoir c'est quoi la décarbonation, comment on mesure une empreinte carbone, qu'est-ce qu'un bilan carbone versus une empreinte carbone, quelles sont les normes et standards nationaux et internationaux liés au sujet, quels sont les postes clés d'émissions de gaz à effet de serre et comment on peut agir sur ces postes clés pour les décarboner, avec certaines études de cas pertinentes reliées au sujet et qui peuvent inciter à des réflexions ou inciter à lancer des projets. Et donc, les objectifs de la formation sont diversifiés. Ils partent de l'enrichissement de la compréhension des relations entre climat et agro-écosystème. On sait tous que l'agriculture a cette relation bizarre avec le climat, puisque l'agriculture émet beaucoup de gaz à effet de serre, donc elle est en quelque sorte polluante, mais elle est aussi victime à travers les sécheresses, le manque de les vagues de chaleur, les inondations, etc., etc. Mais l'agriculture est aussi une solution à travers la séquestration de carbone par les sols agricoles. Le deuxième objectif est l'amélioration de la connaissance et les compétences techniques sur les sujets de décarbonation et séquestration de carbone, développer une capacité à comprendre les bases de calcul du bilan carbone. On ne vise pas à créer des experts en mesure de bilan carbone, mais plutôt des bases de faire des bilans carbone et comment identifier rapidement les principaux postes d'émission et agir sur ces derniers. Aussi développer une compréhension de la finance carbone et des notions afférentes, les notions de marché carbone, crédit carbone agricole, cap and trade, taxe carbone sont toutes des notions relativement nouvelles pour l'écosystème ici
et on vise à un peu fournir à ces professionnels de l'information et de la connaissance de base pour les aider à initier ou développer des projets dans ce sens. Et donc, le programme de formation est diversifié entre une introduction générale sur les relations agriculture et gaz à effet de serre, décarbonation, séquestration de carbone, finance carbone et économie verte, et quelques études de cas. On va, dans le cadre du programme, s'intéresser à quelques aspects clés reliés à notre activité. Par exemple, comment le génie direct aide à la séquestration de carbone ou comment les cover crops aident à la séquestration de carbone, comment l'irrigation gérée efficacement peut aider à décarboner l'activité agricole, et j'en passe. Et donc, le certificat vise la communauté de professionnels issus du monde agricole et agro-industriel, institutionnel, privé ou public du secteur au Maroc. Il vise aussi les étudiants-chercheurs ou aussi les étudiants en agronomie, en sciences agronomiques, avec une première expérience professionnelle dans le domaine, et toute personne qui s'intéresse aux thématiques du programme. La formation serait en présentiel, ici à Belgrade, avec l'assistance aux événements des Agriculture Days qui se tiendront à Rabat. Et elle serait francophone. J'ai ici un calendrier prévisionnel qu'on présente, c'est-à-dire que la formation sera kick-off lors du prochain Agri-Carbon Days le 24-25 mai prochain, et sera suivi par 5 jours de formation présentielle à Belgrade, qui seront suivis par 2 sessions de 2 jours plus tard dans l'été, ici à Belgrade également, puis qui se clôturera lors de la 3e conférence Agri-Carbon Days à Rabat le 20 septembre prochain. On a ici une belle brochette de formateurs, parmi lesquels on a encore aujourd'hui le professeur Weylen, on a le docteur Rachid Boussita, on a monsieur le docteur Julien Demenoy du CIRAD, madame Marie-Cécile Damav de Agri Think Tank, docteur Mohamed Bouhnassi, docteur Rachid Brabet de l'INRA, professeur Luc Savard de l'IM6P, puis monsieur Abdelaziz Belfouji, qui est un consultant chez le Bureau Veritas, et d'autres. Bien évidemment. Donc, le dernier volet de l'axe formation et vulgarisation du programme conjoint ILO et IM6P sur la décarbonation et la séquestration de carbone et la plateforme ILO qui offrira de l'information et des formations en ligne sur les thématiques du sujet. Ça serait une plateforme avec une formation asynchrone, c'est-à-dire l'information et l'ensemble des formations sont disponibles aux gens qui s'y intéressent à l'heure et le rythme qui leur convient. On développe également avec un autre département de l'IM6P, le DigiLab. Et donc, le deuxième axe de travail dans le programme de collaboration est l'innovation et la compétition. J'adore beaucoup ce mot parce que dans toute compétition, si on rate le volet collaboration et coopération, on rate la compétition. Et donc, on croit fortement que c'est un véritable moteur de changement. Et pour requinquer et donner un souffle et une énergie qui va permettre de mener le programme conjoint loin dans le temps, on a pensé à créer une édition de notre Farming Innovation Programme, notre programme de pré-incubation pour les porteurs d'idées innovantes, relié aux thématiques de carbon farming et de décarbonation. Ce programme est présentement en phase d'appel à candidature, puis les startups qui vont participer au programme auront la chance de présenter leurs solutions lors des Agri-Carbon Days à l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui seraient présents parmi nous, mais aussi avec une plateforme de showcase à l'international avec les experts et les gens qui vont y assister par d'autres comtés. Et donc, le Farming Innovation Programme, édition Carbon Farming, favorise le développement ou l'émergence de solutions reliées au MRV de la séquestration de carbone, le calcul de bilan carbone, la réduction de bilan carbone, l'utilisation de l'IoT et l'IA dans la mesure où le monitoring de la séquestration de carbone, la gestion de l'empreinte carbone digitalisée,
ou encore la valorisation des crédits carbone et l'accélération de la finance carbone volontaire, parce qu'ici, présentement, il n'y a pas de marché volontaire pour le moment. Et donc, le volet recherche et développement se fait à travers diverses initiatives, parmi lesquelles les Agri-Carbon Days, qui est la 2e édition, qui serait pour le 24 et 25 mai prochain à Rabat, qui vise la mobilisation de chercheurs et doctorants nationaux et internationaux pour favoriser un maillage entre les laboratoires d'ici et d'ailleurs, et aussi donner une plateforme de showcase aux étudiants chercheurs qui travaillent sur des sujets reliés aux thématiques du programme pour présenter leurs posters et peut-être décrocher d'autres opportunités, soit avec les universités locales ou les universités qui seraient présentes parmi nous. Et le dernier pilier de ce programme de collaboration est la plateforme digitale de calcul du bilan carbone et de la mesure de séquestration, qui sera une plateforme 100% marocaine développée chez AgriEdge ANSISP, et donc une plateforme qui va être un outil de calcul ou un simulateur et aussi un conseiller virtuel pour accompagner les agriculteurs dans la compréhension, mais aussi dans l'auto-appropriation des notions et du calcul et de devenir un peu plus autonome et avoir une première base de compréhension, un outil de simulation où ils peuvent simuler plusieurs scénarios et décider et voir l'impact de chacun des scénarios sur leur empreinte carbone et leur empreinte sur le climat. Et donc, ça clôture un peu, ça c'est une première, comment on couvre la chaîne de valeur agricole et agro-industrielle dans la plateforme. Ça ne serait pas destiné uniquement à l'agriculture, mais ça serait agriculture agroalimentaire. Donc, c'est un beau projet. Puis, Jean, dans notre département de Data Science ou de agronomie chez AgriEdge sont fiers de travailler sur ça. Et donc, pour conclure, je tiens à réitérer que le programme a une approche écosystémique. Il vise une mobilisation écosystémique. Il s'adresse à une audience de diverses natures. On vise les jeunes entrepreneurs, les scientifiques, les professionnels, la communauté d'affaires, les décideurs des secteurs privés et publics et les associations et organisations professionnelles et sectorielles, parce qu'on pense que seulement cette mobilisation peut créer un impact durable. Et c'est ça l'objectif du programme. Et dans cela, on est fiers de travailler sur ces objectifs en partenariat avec plusieurs organisations ici au Maroc. On parle des domaines agricoles, de Cardal, INRA, Comader, Feragri et d'autres partenaires internationaux qui nous supportent aussi dans ce programme. Merci. Bravo. Merci, Doctora, pour cette magnifique présentation qui nous a permis de mieux comprendre le programme, son contenu et ses enjeux, bien sûr. Passons maintenant au panel décarbonation de l'agriculture qui va être animé par Madame Fatem Zahra et par la présence de professeur Ouellen et professeur dans cette date qui va nous rejoindre sur Teams. Donc, avant de commencer le panel, Madame Lamia Hosni s'excuse de nous quitter. Merci. Allô? Docteur Moustaq, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Okay. Et on ne peut pas vous voir. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas vous voir. Je vais essayer d'activer la caméra. Vous me voyez là? Et on vous voit et la salle vient d'être illuminée. Merci beaucoup, la Fatem Zahra, et ravi de
d'avoir que la salle, il y a beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de participants qui s'intéressent à ce sujet très, très important à notre écosystème. Merci beaucoup, Dr. Mostar. Donc, on est là pour un panel autour de la décarbonation de l'agro-industrie et la séquestration de carbone par les sols agricoles. Nous sommes heureux d'avoir dans ce panel le professeur Joanne Whalen de l'Université McGill et de l'UNCC également, et Dr. Rachid Mostar, chercheur principal chez l'INRA et l'ICADA. Donc, le panel serait bilingue. Donc, il y a des questions qui seraient adressées à professeur Whalen plutôt en anglais, d'autres à Dr. Mostar plutôt en français, pour vous permettre de rester éveillé. Donc, je vais commencer avec professeur Whalen. Professeur Whalen, when we think about agriculture, I think it's carbon neutral because of its referral to trees, to grass, to cover crops, but it's not the case. How come agriculture is not carbon neutral? Madam Fatima-Zahra, this is a great question. We would think with all of the photosynthesis and all of the carbon fixation that agriculture would be carbon neutral. But we mustn't forget that agriculture requires energy to function. So every day there must be vehicles going to get the food and bring it to the centers where we will sell it. There must be materials brought to the field with tractors and trucks. Even the production of those seeds and those fertilizers and those agrochemicals to protect the crops have to be produced in a factory that requires energy. And so it does, in fact, take a lot of energy to make our agriculture system work. Okay, is agriculture not carbon neutral mainly because of energy, or are there any other aspects of releasing greenhouse gas emissions to the atmosphere from agricultural activity? And that is one thing that we do notice. It's correct that indeed there are greenhouse gases being produced all the time from the agricultural system. And these greenhouse gases are produced by a natural process of respiration. We all know what is respiration. Breathe in and breathe out. So you're breathing in the air and you're breathing out carbon dioxide, for instance. And there's organisms naturally in the environment, microorganisms that we can't see with our eye, but they're breathing all the time. We cannot really stop them. In our agriculture system, all of the time there's some carbon dioxide being respired by these organisms. And if we're a little generous with our fertilizers, sometimes they will respire the nitrogen fertilizer as a nitrogen gas. And in addition, when we feed our animals very well, we nourish them extremely well. Sometimes their stomach is so full, you may have had this experience yourself, your stomach becomes very full and you feel that you need to release a gas. This happens to animals too, and they release a gas called methane because of the microbes living in their stomach. And so we have these gases that occur naturally, and we have to be very careful in agriculture to be careful with our fertilizer and the feeding of our animals and our other activities to avoid too much release of these gases. Thank you, Professor Whalen. Now, can you tell me, is there ways that farmers can act on to improve their carbon footprint or at least reduce it? Madam Fatima-Zahra, this is a question that preoccupies our time very much. We are always thinking, what is the way to get the farmer to be able to get more carbon into their farm? And the ways that we suggest for them are ways that may be familiar to you. We suggest them to plant trees. This is a strategy that may take some agricultural land out of production, but perhaps that agricultural land shouldn't have been in production on a steep slope, for instance. It may be better to put trees there. We can plant trees that produce food crops, olives, citrus, nuts, and so on. So we may choose to do this. We also like to reduce our tillage. It saves energy. The tractor doesn't have to work as hard, and it keeps more carbon into the soil. Cover crops and all types of vegetation, they can keep the land covered and keep it stabilized, preventing erosion, adding fertility, will also sequester carbon. We also must use any materials that we have, organic residuals. If there's a pile of manure or compost or other residuals, let's put them back in the farmland. Don't throw them away. So we think of all these different opportunities and we look for every option to try to get more carbon into the farm.
Can you explain to us how the farmland can capture this carbon and store it, what you call in the scientific field carbon sinks? The carbon sinks in an agricultural land are the trees and their biomass that stays in place, that is not harvested. It also includes the soil. And we often measure the carbon that's stored in the soil to a very deep depth. We might measure it down to a depth of 60 centimeters or 1 meter. Because as you know, the roots that we don't remove from the agricultural land will contain carbon that they got from the sun and the air. They will be having carbon that's deep in the soil that doesn't get removed, and so it stays as a carbon sink. That's great to learn. And apart from the impact on climate of carbon sequestration by agricultural soils, there is its impact on the soil organic carbon that improves the soil fertility. But there is also this opportunity for farmers to generate an extra income by selling their carbon credits. This has been done in Canada, Australia, and several other countries for years now. Can you tell us what kind of protocols do the Canadian farmers use to generate these carbon credits? And who are the main purchasers of these credits? So what tends to happen in Canada or in the United States or other places is that farmers sign on to a program generally organized by an aggregator. So this company has got a system of enrolling a lot of farmers into a program and to try to encourage them and help them to store more carbon on their lands. They begin with a baseline survey. They check what are the levels of carbon already in the soil, in the trees, and in the land that exists on the farm. And then the next step is to discuss with the producer what steps could we take, what will be the best approaches. Some decide to plant more trees. Some decide to be more intensive with additional cover crops or intercropping systems. After a period of time, these additional carbon inputs into the whole agricultural system will accrue as an extra amount of carbon. I'll just give you an example. In the United States, there is a company, and I don't know if I even want to give its name, but perhaps I shall. This is not endorsing any company, but the company called Indigo Ag had 1 year ago, actually less than a year ago, it was in the beginning of July 2022, had accumulated by the enrollment of nearly 200 farmers, 20,000 tons of carbon that was stored in farmland in the United States. And they were able to sell this carbon, which had been verified. It was verified by a third party, and that's also extraordinarily important. When you are storing carbon, it's not just for you and your agronomist to say, oh, we store it. You need a third party verification that says, yes, it's true. Yes, you stored 0.4 tons of carbon per hectare of soil or something. So after this, yes. And so after the verification process, they were able to sell this carbon for $40 a ton in the United States, and 75% of the profit went back to the farmers. This is a great opportunity for our Moroccan farmers if we can to implement or have at least a volunteer carbon market here in Morocco. Thank you a lot, Dr. Professor Well, for the great insights and the great explanation. I'll switch back to Dr. Mossadegh for a few questions related more to the agricultural ecosystem here in Morocco. Dr. Mossadegh, est-ce qu'il y a dans la nouvelle stratégie agricole marocaine des initiatives ou des projets qui favorisent la décarbonation de l'agriculture? On voit beaucoup d'initiatives dans d'autres secteurs, mais parlez-nous de l'écosystème agricole. Quelles initiatives, quels projets sont d'actualité? Merci beaucoup, Madame Fatem Zahra. Et je suis ravi que ma collègue, il a déjà mis un peu les grandes questions du secteur agricole par rapport au sujet de décarbonisation dans le monde. Le Maroc
y adhère aussi, parce que le Maroc, il a le secteur agricole comme un secteur très stratégique. Comme vous savez, il y a une contribution de ce secteur qui peut atteindre jusqu'à 20% du PIB marocain selon les années. Et parfois, et même pour tout ce qui est emploi, il occupe jusqu'à 40% d'emplois actifs pour le pays. Et ça, c'est montrant que c'est un secteur très, très stratégique. Et par rapport à la décarbonisation, bien sûr, dans la nouvelle stratégie qui a été lancée en 2021-2030, la génération green, la stratégie, et il y a aussi des programmes qui visent bien sûr à pérenniser les acquis de la dernière stratégie qui était le plan Maroc vert, qui est une grande stratégie qui a quand même pris 10 ans, on peut dire de 2008 à 2020, et on a pu quand même avoir quelques retombées positives sur certains secteurs, notamment, je donnerai des exemples, par exemple, le palmier dattier, l'olivier, on a planté plus d'1 million d'hectares et d'autres cultures. Donc, il y avait une intensification agricole, mais actuellement, dans la nouvelle stratégie, c'est surtout la pérennité, la durabilité de ces agrosystèmes qui est visée. Et parmi les programmes qui concernent un peu ces aspects de décarbonisation, bien sûr, tout ce qui concerne les plantations fruitières, ça permet aussi d'aider dans les aspects de décarbonisation, surtout si on veut avoir une idée sur l'empreinte carbone et combien on peut séquestrer de carbone. Ça, c'est ce genre de plan qui concerne la plantation fruitière ont des empreintes carbone très positives. Par contre, il y a des aspects dans lesquels il y a du travail à faire, notamment tout ce qui concerne la conservation des sols. Et actuellement, dans cette nouvelle stratégie, il y a un axe très clair, ce qu'on appelle dans l'agriculture éco-efficiente, un axe qui concerne la conservation des sols et dans lequel l'aspect restauration des sols par une carbonisation, si je pourrais dire le mot, sort et dans lequel il y aura des initiatives qui permettront, si on arrive à décarboniser l'agriculture, mais carboniser les sols, ça serait quelque chose de très utile pour le Maroc, qui permettrait aussi de pérenniser son agrosystème. Parce qu'il faut bien noter que les sols marocains, malheureusement, ne sont pas comme les sols canadiens ou d'autres sols, et sont sur une situation dans laquelle le taux de carbone est un peu fragilisé. On a moins de 2% de matière organique dans la plupart des sols marocains. Et ça, c'est un chiffre qu'il faut revoir et ce serait utile qu'on arrive à séquestrer plus de carbone dans ces sols-là avec des bonnes pratiques agricoles. Et d'où l'axe qui a été lancé dans tout ce qui concerne l'agriculture solidaire, parce qu'il y a un axe aussi et dans lequel il y a des aspects qui concernent l'agroforesterie, l'agriculture de conservation. Il y a même une idée sur l'efficience hydrique et tout ce qui se fait maintenant dans le plan national de l'eau au Maroc à reconvertir jusqu'à 700 000 hectares en goutte à goutte, qui est un chiffre important. C'est une des rares les pays qui ont réussi à convertir un tel chiffre de l'agriculture surface à une agriculture surtout à une irrigation de goutte à goutte en 10 à 15 ans. Donc, c'est des programmes très réussis, mais il faut les intégrer pour qu'on puisse avoir une empreinte carbone très visible. Super, docteur Mousta. On ne peut qu'être fiers de ces programmes, de ces efforts qui sont faits à l'échelle nationale au niveau de différents leviers pour pouvoir décarboner notre agriculture, mais surtout améliorer la qualité de nos sols. Parmi les projets les plus discutés récemment, il y a le projet du semi-direct avec l'objectif du gouvernement d'atteindre le 1 million d'hectares semi-direct en 2030. Le semi-direct est connu ailleurs pour être un très bon protocole de séquestration de carbone dans les sols agricoles. Est-ce l'objectif pour lequel ça a été
promu ici au Maroc? Quel impact sur la séquestration du carbone? Mais comme vous venez de mentionner que nous avons des sols fragilisés, quel impact aussi sur la fertilité de nos sols et la qualité de nos sols agricoles ici au Maroc? Très bonne question, Madame Vattelzara, même si c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de schématiser un peu l'écosystème marocain. Le Maroc, on a 9 millions d'hectares de sols agricoles. Donc, c'est ce qu'on a, il n'y a pas plus. Donc, ces 9 millions d'hectares, on a à peu près 5 millions qui sont pour la céréaliculture. Le reste, c'est d'autres cultures, tout ce qui est arbo, tout ce qui est... Et dans ces 7 millions de céréales, d'ailleurs, il faut que je dise un mot que parmi les acquis qu'on a dans le plan marocain ancien, on a maintenant 10 filières bien identifiées. On a à peu près, si je ne me trompe pas, 17 filières plus qui sont bien identifiées, la filière céréalière, et filière viande rouge, filière rouge, filière safran. Il y a des filières bien identifiées et même avec des lois légales. C'est qu'ils sont comment dirais-je, sont organisationnels et ils sont depuis la chaîne de valeur, depuis l'amont à l'aval, et c'est un acquis très important. Maintenant, revenons vers ce secteur céréalier qui nous concerne, dans lequel il y a 5 millions d'hectares à peu près, et ça inclut aussi les légumineuses alimentaires. On a remarqué que dans ces terrains-là, et c'est là où il y a le plus de problèmes par rapport à l'aspect qualité des sols. Les sols, les taux d'érosion qu'on a dans ces sols sont parmi les plus élevés dans le Méditerranée. Le Maroc, si je pourrais dire champion, mais les champions dans cet aspect de l'érosion, mais malheureusement dans le point à corriger, parce que ces taux d'érosion nous rappellent qu'il faut faire des efforts, parce que vous devez savoir que pour avoir un centimètre de sol, il faut au moins plus de 100 ans. Et parfois, même, il y a des chercheurs qui disent un peu plus, 2 fois, 3 fois. Mais le perdre, ça peut se faire en quelques minutes. Dès qu'il y a on perd, et d'ailleurs, les taux d'érosion marocains, comme j'ai dit tout à l'heure, parlent de 50 tonnes par hectare par an, qui est un chiffre très, très alarmant. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit il faut revoir ce qu'on adopte comme technique. Et malheureusement, on a hérité, pour des raisons proximité à l'Europe et d'ailleurs, qu'il faut faire du labour très profond, il faut faire des différents passages sur les sols. Et ça, c'est une agriculture intensive dans laquelle toute la qualité est perdue. Et ça explique pourquoi on a ces taux d'érosion élevés. D'où la proposition qui a été retenue par le ministère de l'Agriculture. Ils l'ont accueilli dans la nouvelle stratégie Génération Green, d'aller vers 1 million d'hectares de semi-direct. D'ailleurs, au Canada, ils sont à 17 millions plus de semi-direct, l'Australie, 13 millions au plus, les États-Unis d'Amérique. L'Espagne à côté de nous, ils ont aussi plusieurs millions, 1 million et plus de semi-direct. La France. Donc, il y a tout un nombre de pays qui sont partis pour ces techniques parce qu'ils ont remarqué qu'on pourrait produire, mais aussi on pourrait pérenniser les sols en augmentant le taux de carbone dans ces sols-là. C'est pour ça que le Maroc, depuis qu'il a travaillé sur ces aspects depuis les années 80, dans le but de protéger les sols, mais surtout à régler le problème de l'eau, parce que vous allez savoir que 1% de matière organique contenue dans le sol, c'est presque 100 000 litres d'eau qui est protégée. Donc, c'est aussi la problématique de l'eau qui nous interpelle par rapport à séquestrer le carbone dans le sol. Donc, tout est lié, mais je dirais le facteur clé dans tout ça, c'est le carbone. Si on arrive à avoir séquestrer le carbone dans les sols, on pourrait résoudre plusieurs problèmes. Avec une pierre, on peut atteindre plusieurs objectifs. Donc, c'est ça pourquoi on est parti pour ces 1 million d'hectares.
qui maintenant, il est grâce à beaucoup de partenaires, notamment le ministère, les services d'extension, Mojmir, OCP, et beaucoup de partenaires de Crédit Agricole. Il y a beaucoup de partenaires qui nous supportent pour qu'on puisse atteindre ce chiffre qui va mettre le Maroc comme un modèle pour beaucoup de pays africains qui nous regardent et qui disent si ça réussit là-bas, donc ça pourrait réussir chez eux aussi. Par rapport à la question de séquestration, alors les études que nous avons, c'est que si on va vers le semi-direct, l'aider, c'est les chiffres qu'on a, parce qu'on a commencé sur ce travail depuis, comme je dis, 30 ans plus. Les chiffres nous montrent que, avec ce semi-direct, on peut séquestrer jusqu'à 1 à 2 tonnes de CO2 par hectare par an, qui est un chiffre très important. Et aussi, par rapport à la fertilité, moi, je dirais que les sols marocains, malheureusement, on fertilise peu. On n'a pas vraiment une fertilisation intensive dans les sols marocains, surtout dans les secteurs en pluvial. Certaines zones on irriguées ou un petit peu plus, mais en général, le chiffre qu'on connaît, c'est on est à 60 kilos par hectare, qui est un chiffre très moyen. D'ailleurs, c'est pour ça que on remarque que certains sols ont perdu je dirais leur capacité fertilisante. Euh, donc, on n'est pas dans le schéma européen ou américain où il y a une intensification des utilisations des engrais. On est à l'inverse avec plusieurs pays africains où les sols sont encore demandent du fertilisant pour qu'ils soient productifs et atteindre leur potentiel de production. Seulement, nous demandons à ce que cette fertilité soit raisonnée. Il faut apporter juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Et c'est là où il y a le travail qui doit se faire et qui se fait actuellement par accompagner les agriculteurs à apporter ce qu'il faut et être en mesure de produire une biomasse qui va devenir après comme carbone pour le sol. Et ça, c'est très important à retenir. D'accord, docteur Mosdaq. On voit que pour le cas marocain, de votre intervention, pour le cas marocain, la séquestration de carbone dans les sols agricoles n'est pas seulement une action citoyenne de l'agriculture pour la protection du climat, mais plutôt un besoin pour améliorer la qualité des sols et la fertilité des sols, pour rendre notre agriculture durable, et pour préserver les sols pour les générations futures, mais aussi potentiellement, comme on a dit avec le professeur Wayden auparavant, une potentielle source de revenus aux agriculteurs si on arrive un jour à avoir une façon de valoriser ces crédits carbone agricoles, surtout ceux qu'on accumule avec tous ces projets du plan Maroc Vert, Generation Green, ainsi de suite. Maintenant, si on recule un peu plus loin dans la conversation, on a commencé avec le professeur Wayland la discussion sur la décarbonation, comment l'agriculture émet beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qu'il y a un besoin de décarbonation pour réduire ces émissions. Dans le cas marocain, est-ce que vous voyez que la question de décarbonation est d'actualité? Bien sûr, c'est plus d'actualité parce que vous devez savoir que le Maroc, il est un associé privilégié pour l'Union européenne. Et actuellement, l'Union européenne, ils ont dans ce qu'ils appellent la nouvelle stratégie Green Deal, il y a des objectifs très clairs dans lesquels il faut la décarbonisation est un aspect important et il y aura l'empreinte carbone de tout produit qui va rentrer dans le territoire européen. Et eux, ils ont même des objectifs. D'ailleurs, on a eu une réunion, j'étais parmi la délégation marocaine qui ont participé à une réunion entre l'Union européenne et le ministère de l'Agriculture sur l'aspect des indicateurs de cette stratégie européenne qui disent que d'ici 2050, il faut réduire à 50% l'utilisation des pesticides, 20 à 30% les engrais. Le cas Maroc, c'est-à-dire, vu que le Maroc il exporte vers l'Europe beaucoup de ses produits,
il aura sujet à subir ces règlements. D'où l'intérêt à ce que nos producteurs marocains s'adaptent le plus tôt possible et s'apprêtent le plus tôt possible. Ça peut être, bon, pour avoir une période de, je dirais, de clémence, de transition, mais un temps voulu, il y aura obligation pour tout produit qui sort du territoire marocain une empreinte carbone. D'où l'importance d'avoir des données fiables et travailler sur l'aspect décarbonisation de l'industrie agricole marocaine, et depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et comme vous savez, cette semaine, j'étais dans une réunion à Rome avec des Européens sur ces aspects-là. Et il y a par exemple des recommandations à utiliser ce qu'on appelle maintenant les fertilisants organiques, parce que les fertilisants synthétiques, ils, ils émettent plus de carbone, donc ils sont à une empreinte carbone très élevée. L'autre cas maintenant au Maroc, on n'a pas assez de fertilisants organiques parce que vous savez qu'on a beaucoup de dry land, c'est-à-dire on a des zones arides et on n'a pas beaucoup de biomasse pour aller vers cet aspect de compostage et pour couvrir des millions d'hectares. Mais il faut aller vers des solutions hybrides dans lesquelles il faut mélanger les possibilités qu'on a en termes de biofertilisants, des aspects, je dirais, agroécologiques, si je pourrais dire le mot, mais une agroécologie marocaine, avec des caractères marocains adaptés aux zones arides du Maroc. Et c'est là où l'ingéniosité doit se faire et on doit aussi proposer des solutions adaptées à notre contexte. Comme j'ai dit, les conditions semi-arides du pays nous obligent à proposer des solutions innovantes et adaptées pour qu'on puisse dire qu'on est dans une phase de décarboniser notre agriculture, mais en tenant compte des aspects qui concernent le secteur. Moi, j'ai un des paramètres, par exemple, avec le crédit agricole, on a réussi à faire passer que le surboire de suivi direct et bas énergie, il a pu avoir une subvention dans le montant, dans le but, dans le coût de ce semoir, juste par la question de l'énergie. Il n'est pas polluant, il met moins de gaz à effet de serre, et donc ça peut rentrer dans un aspect je dirais, de décarbonisation comme un matériel qui a faible impact carbone. Donc la même chose pour d'autres aspects dans lesquels il faut qu'on travaille et qu'on propose des solutions à nos fermiers et à nos agro-industriels pour qu'on puisse être en mesure de répondre à ces exigences qui sont d'actualité. Et donc, il y a un travail important à faire dans cet aspect. Docteur Moustapha. En fait, oui, il y a ces contraintes internationales d'accès au marché de partenaires, éventuelles contraintes internationales, mais comme vous venez de le mentionner, que l'a mentionné le professeur Whalen, la décarbonation est aussi une sorte d'optimisation, donc une sorte de réduction de coûts, par exemple, des coûts d'énergie, des coûts de fertilisants et d'optimisation des ressources et d'allocation des ressources selon le besoin. Donc, la décarbonation, à part de se conformer aux exigences d'autres marchés, est une opportunité pour améliorer les façons de faire et les rendre moins coûteuses pour augmenter la profitabilité de nos agriculteurs et aussi pour se positionner vis-à-vis certains activismes sociaux en termes d'afficher des positions de décarbonation comme entreprise décarbonée. Je vous remercie, professeur Whalen et docteur Moustapha, pour vos interventions de grande valeur qui ont pu éclairer l'assistance présentielle ou en ligne sur les sujets de décarbonation et la séquestration de carbone par les sols agricoles. La formation apportera plus d'informations et de formation et d'habilitation des acteurs sur les thématiques et sur les questions, mais aussi des études de cas spécifiques et précis qui vont aider à la compréhension et l'assimilation des notions partagées aujourd'hui. Merci infiniment pour vos interventions ce matin. Ce fut un plaisir de vous avoir parlé. Merci et bonne conciliation sur cet aspect qui me paraît d'actualité, dans lequel on a besoin des jeunes et de l'innovation aussi. Merci beaucoup. Merci, Dr. You want to say
Congratulations to the AgriTech Center of Excellence. I am very excited for you. Thank you. Donc, merci, professeur Wallen. Merci, professeur Masda. Merci, Madame Behar, pour l'animation. Et je profite pour inviter Monsieur Faisal Kouran. Bon. Donc, avant d'aller partir à la pause café, j'invite Madame Zahra pour son mot de clôture. Merci, Madame. Donc, je remercie tout le monde qui ont été très attentifs à ce panel. Puis, on passe le lancement du certificat exécutif sur la décarbonation et la séquestration de carbone par les sols agricoles, un certificat lancé conjointement par l'Agritech Center of Excellence et l'Executive Education de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Nous sommes enthousiastes de lancer ce certificat aujourd'hui pour un appel à candidature pour les prochains 2 mois. Et le certificat commencera officiellement lors de la prochaine édition des AgriCarbon Days, comme je l'ai mentionné auparavant, le 24 et 25 mai prochain. Et vous pouvez avoir plus d'informations en nous contactant sur les sites web du certificat. Et aussi, on va organiser une session d'information un peu plus tard, au début du mois d'avril, pour répondre aux questions et interrogations qui peuvent survenir lors des prochaines semaines. Merci beaucoup et bonne journée.